Le verre. Il s'était brisé juste là, sur la nappe immaculée du velours noir. Ma voix s'était tue, étouffée par le chaos de mon propre désespoir et le rire moqueur de Julien. Et puis, la sienne. Ce murmure doux, en japonais parfait. « Mademoiselle, vous allez bien? Vous n'êtes pas seule. » Je revois encore le regard de Clara, si calme, alors que les hommes autour de moi, les Titans de l'industrie, comme ils aimaient se nommer, avaient le souffle coupé. C'était il y a 6 mois. Ce soir-là, au velours noir, un de ces restaurants parisiens où l'air est plus lourd que le silence, je me sentais écrasé. Marie Dubuis, c'est mon nom. L'héritière, paraît-il, de Tanaka Corp, le conglomérat fondé par mon grand-père. Mais à cette table 7, la plus discrète, avec vue sur le jardin privé du restaurant, je n'étais qu'un ornement, une signature à obtenir. Ma présence était une concession condescendante, comme me l'avait soufflé Sophie Martin, l'avocate aux dents acérées de Laurent & Associés, le groupe américain. Je l'avais senti me juger, me peser. Pierre Laurent, le patriarche, était fait de granit et de cynisme. Ses cheveux argentés impeccablement coiffés, ses yeux couleur de ciel d'hiver, et son expression, une désapprobation permanente. Il ne m'avait pas adressé un mot depuis 1 heure. Son fils, Julien, était une version plus jeune, plus moderne, mais tout aussi agressive, avec son costume italien et son sourire de prédateur. Il détournait sans cesse les questions vers son équipe, comme si j'étais invisible. Sophie, elle, était une lame. Elle parlait par clauses légales, les yeux rivés sur ses documents. Pour eux, j'étais juste le point final sur un contrat qu'ils avaient déjà rédigé. La dame aura la solde d'ouvre, avait lancé Pierre au serveur, sans même me regarder. La sole. Je déteste le poisson. Mais j'avais juste incliné la tête, un sourire figé aux lèvres. C'était le sourire que j'avais perfectionné pendant des années, mi-japonaise, mi-française, entre 2 mondes, n'appartenant vraiment à aucun. Mon père, malade, très malade, me poussait à cette fusion. Pour lui, pragmatique, c'était une bouée de sauvetage. Pour moi, une capitulation, l'érosion du legs de mon grand-père. Mais mes protestations avaient été balayées comme de la sentimentalité juvénile. Clara, la serveuse, je ne l'avais pas vue. Personne ne la voyait vraiment, d'ailleurs. Son uniforme noir et son tablier blanc immaculé, mais son visage, fatigué quand elle se croyait seule. Elle était là depuis des années. Invisible, elle avait appris à lire les tables. Elle avait vu la tension dans mes épaules, la façon dont je réarrangeais mes couverts, mes doigts agités. Elle avait vu le mépris manifeste de Julien, l'implacable froideur dans les yeux de Sophie. Elle avait servi des puissants, des dictateurs en devenir. Elle connaissait l'arrogance, le pouvoir et cette cruauté sournoise qui vous étouffe sans un bruit. Elle avait senti une étrange peine, une fragilité sous ma robe haute couture, un oiseau en cage dorée et les barreaux se refermaient. Alors qu'elle approchait pour remplir nos verres d'eau, Julien riait. La vieille garde à Kyoto ne saisit pas les réalités du 21e siècle. C'est encore une question d'honneur et de poignée de main. Pierre avait grogné en accord. L'honneur ne figure pas au bilan. Nous allons rationaliser leurs actifs sentimentaux. La collection d'art, les subventions culturelles, une liquidation rapide. Mon dos s'était raidi, mes jointures blanches. J'avais ouvert la bouche, un mot muet sur mes lèvres, mais Sophie m'avait coupé, un doigt tapotant les documents. À propos des actifs, Pierre, la clause concernant la fondation Tanaka est encore vague. Il faut s'assurer d'un contrôle discrétionnaire total après l'acquisition. Il parlait de l'œuvre de mon grand-père comme s'il s'agissait de vieux meubles à vendre. Le sang s'était retiré de mon visage. Un vertige. L'air si soigné était soudain trop rare pour respirer. Ma main, tremblante, avait cherché mon verre d'eau. Et là, dans cet abîme d'isolement, mes doigts avaient glissé. Le lourd gobelet de cristal avait basculé, s'écrasant sur mon assiette. Le bruit sec avait déchiré le silence recueilli. Un instant,
Silence total. Tous les yeux sur nous. Julien avait laissé échapper un rire bref et sarcastique. Un peu maladroite, n'est-ce pas? Il avait essuyé une goutte d'eau de sa manche avec sa serviette. Ne vous inquiétez pas, papa peut sûrement payer les dégâts. L'humiliation fut un coup physique, brûlante, acérée, totale. Mon regard se brouillait sur le désastre. Tout le maintien, toute la formation, tous les murs patiemment érigés s'étaient écroulés. Dans un souffle si bas que c'était presque une pensée, j'avais chuchoté en japonais, la langue de ma mère, de mon cœur. Une phrase de pur désespoir. Mudam Dawati. Ça ne sert à rien. Je n'y arrive pas. Personne à table n'avait compris. Juste un son étranger, signe de ma déconfiture. Mais quelqu'un d'autre, oui. Clara, qui s'avançait déjà, un torchon frais à la main, s'était figée une fraction de seconde. Ses yeux avaient rencontré les miens, et pour la première fois de la soirée, quelqu'un m'avait vraiment vu. Penché près de moi, comme pour ramasser le verre cassé, sa voix avait été un murmure doux, régulier, directement à mon oreille. Son ton, formel mais d'une infinie gentillesse, et son japonais, impeccable, imprégné d'un accent de Kyoto si pur qu'il était comme une mélodie. « Mademoiselle, vous allez bien? Vous n'êtes pas seule? » Le monde s'était arrêté. L'effet fut instantané. Pour moi, c'était comme si une personne qui se noyait trouvait soudain une main à saisir dans les eaux sombres. Ces mots japonais, prononcés avec tant d'empathie, avaient contourné la froide logique des affaires et touché mon cœur. « Mademoiselle », un terme de respect si archaïque qu'il était presque courtois. À cet instant, ce n'était pas condescendant. C'était une validation, une reconnaissance. Ma tête s'était relevée, mes yeux écarquillés, brillants de larmes refoulées, fixés sur ceux de Clara. Son visage restait serein, professionnel. Pourtant, ses yeux révélaient une profondeur de compréhension absolument stupéfiante. Le monde, qui n'était qu'une cacophonie de condescendance et de mépris, s'était réduit à ce point de connexion incroyable. Moment de commentaire personnel. Stop, vraiment, il faut que je fasse une pause ici. Cette nuit-là, c'était d'une absurdité incroyable, n'est-ce pas? Une serveuse sortie de nulle part qui débloque toute une négociation à milliards. Dans ma tête, je revoyais mon grand-père qui disait toujours que les plus grandes forces se cachent parfois dans les endroits les plus inattendus. J'avais toujours pensé qu'il parlait des petites entreprises innovantes, celles qui bousculent le marché. Jamais d'une femme en uniforme dans un restaurant de luxe. C'est là que j'ai réalisé à quel point j'étais enfermé dans ma propre bulle, à quel point leur monde était étanche. Moi, l'héritière qui devait tout savoir, et elle, l'invisible qui voyait tout. Une partie de moi avait envie de rire de l'ironie, l'autre de pleurer de soulagement. C'était tellement inattendu, tellement humain. Une bouffée d'air frais dans cette pièce étouffante où je me sentais suffoqué. Mais surtout, c'était la preuve que j'étais bien seul face à eux et que sans elle, j'aurais probablement sombré. Allez, on reprend l'histoire. Les hommes à table, eux, avaient subi un autre choc. Leur bulle de supériorité linguistique venait d'éclater par la seule personne qu'ils étaient conditionnés à ignorer. La fourchette de pierre s'était arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Il fixait Clara, les sourcils froncés d'incrédulité. Il avait entendu les sons, reconnu le japonais, mais qu'ils viennent de sa serveuse était une impossibilité déconcertante, comme si un morceau du décor s'était mis à parler. Le sourire suffisant de Julien avait disparu, remplacé par une bouche bée. Il regardait Clara, puis moi, puis Clara à nouveau, son cerveau luttant pour traiter la scène. La dynamique de pouvoir, si soigneusement établie en sa faveur, venait d'être inexplicablement perturbée. Sophie fut la première à se ressaisir, son esprit juridique analysant instantanément la nouvelle variable. Elle posa son stylo, son regard sur Clara aiguisé et évaluateur. « Qu'avez-vous dit? » demanda-t-elle, d'un ton sec et exigeant. Clara ne la regarda pas.
Elle resta concentrée sur moi. Avec une efficacité habituelle, elle commença à ramasser les plus gros éclats de verre cassés, sa main recouverte d'une serviette, ses mouvements calmes et délibérés. J'ai simplement demandé à mademoiselle si elle allait bien, répondit-elle dans un anglais parfait et sans accent, sa voix retrouvant le ton déférent d'une serveuse professionnelle. Le contraste était saisissant, mais je ne laissais pas passer le moment. J'avais trouvé une encre et je m'y accrochais. Je répondis à Clara, ma voix tremblante mais gagnante en force, en japonais. Je vais bien, merci, vous m'avez surprise. Clara offrit un minuscule hochement de tête presque imperceptible, poursuivant son travail. C'est bon de voir que votre esprit n'est pas brisé. Il vous teste. Julien, agité par l'échange qu'il ne pouvait comprendre, claqua légèrement la main sur la table. « Hé, qu'est-ce qui se passe ici? De quoi parlez-vous? » Pierre leva une main, faisant taire son fils. Sa curiosité avait maintenant éclipsé son irritation. Il regarda Clara, la regarda vraiment pour la première fois, non pas comme une fonctionnaire, mais comme une personne, l'uniforme, le tablier, les lignes fatiguées autour de ses yeux. Tout était toujours là, mais maintenant, une couche de mystère les recouvrait. « Vous parlez japonais, déclara-t-il, les mots étant une accusation et une question à la fois. « Oui, monsieur, dit Clara, se redressant enfin, une petite pile de verre cassée discrètement dans sa serviette. « Comment? » pressa Pierre. « Où avez-vous appris? » Un nouveau serveur, alerté par le remue-ménage, planait à proximité, prêt à redresser la table. Clara lui fit un bref signe de tête, et il commença son travail tandis qu'elle répondait « J'ai étudié, monsieur, il y a longtemps. » Sa réponse était simple, factuelle et totalement insatisfaisante pour les titans de l'industrie. C'était la brièveté de celle-ci, l'absence de toute explication élaborée qui les troublait. Elle n'essayait pas de les impressionner. Elle ne mettait pas à profit ses compétences pour un meilleur pourboire. Elle énonçait simplement un fait. J'observais cet échange, une lueur nouvelle s'allumant en moi. Pendant l'heure précédente, j'avais été un objet passif. Maintenant, une alliée inattendue et inconnue avait émergé de l'ombre. La dynamique de la pièce était fracturée. J'ai décidé d'élargir la faille. Me tournant vers Pierre Laurent, j'ai parlé en français, mais ma voix était différente. Le ton hésitant, déférent, avait disparu. À sa place, une confiance calme et claire. « Monsieur Laurent, commençai-je, et tous trois se tournèrent vers moi, leur pleine attention sur moi pour la première fois de la soirée. Votre fils a peut-être raison. Peut-être que la vieille garde à Kyoto opère selon des principes que vous jugez désuets. Des principes comme le respect. » Je laissais le mot flotter dans l'air. Mon grand-père, Kaio Tanaka, a bâti son entreprise sur la conviction qu'on ne connaît pas vraiment un partenaire tant qu'on n'a pas compris son cœur. Et on ne peut pas comprendre son cœur si on ne respecte pas sa langue ou sa culture. Je fis une pause, puis je sonnai le coup final. Il croyait que la vraie force n'était pas de crier le plus fort, mais d'écouter le plus attentivement. Julien devint d'un rouge profond et colérique. Les lèvres de Sophie se firent une ligne blafarde. Pierre Laurent, cependant, se contenta de me regarder, son expression illisible. Il avait été défié directement et sans équivoque. Le fantôme avait trouvé sa voie. Il fit alors quelque chose d'inattendu. Il tourna son regard vers Clara, qui se tenait maintenant respectueusement près du poste de service. « Serveuse » appela-t-il, sa voix résonnant dans la salle à manger. « Venez ici. » Clara revint à la table, son expression neutre. « Mademoiselle Dubuis, » dit Pierre, ses yeux toujours sur Clara, « semble suggérer que nous avons eu un échec de communication. Un malentendu culturel, peut-être. » Le sarcasme était léger, mais il était là. Vous semblez comprendre son monde. Désormais, vous resterez ici, vous faciliterez, traduirez si nécessaire. C'était un ordre absurde. Une serveuse tirée de ses fonctions pour agir comme interprète d'entreprise dans une négociation de plusieurs milliards. C'était aussi un jeu de pouvoir,
Une tentative de Pierre pour réaffirmer son contrôle, pour transformer la compétence inattendue de Clara en un outil à son propre usage, pour la réduire à une simple fonctionnaire, certes plus intéressante. Thomas, le gérant, un homme perpétuellement stressé, s'approcha en hâte, le visage pâle d'alarme. « Monsieur Laurent, je m'excuse, mais Clara a d'autres tables. Je couvrirai tous ses salaires et pourboires pour la nuit. Doublez-les, claqua Pierre, sans même prendre la peine de le regarder. Elle travaille pour moi maintenant. Avez-vous un problème avec ça? Demanda-t-il, sa voix basse et dangereuse, dirigée vers Clara. Pour la première fois, un éclair de quelque chose, de défi, d'amusement, traversa le visage de Clara. Elle me regarda. Je lui fis un infime, presque invisible, signe d'encouragement. Dans cet échange silencieux, une alliance fut scellée. « Non, monsieur, » dit Clara, sa voix parfaitement égale. « Je n'ai pas de problème avec ça. Où allons-nous commencer? » Le changement fut aussi immédiat que surréaliste. Un instant, Clara était une serveuse. L'instant d'après, elle était une figure centrale d'un drame corporatif aux enjeux élevés. Thomas, le gérant, s'éloigna en se frottant les mains, n'osant pas discuter avec un client qui dépensait plus en vin en un mois qu'il ne gagnait dans un an. Clara ne s'assit pas. Elle se tint à quelques pas derrière ma chaise, sentinelle silencieuse et observatrice. Pierre Laurent avait clairement l'intention d'en faire un dictionnaire humain, un outil à ramasser et à jeter, mais Clara et moi avions d'autres idées. « Bien, » commença Pierre, s'appuyant sur sa chaise et croisant ses doigts. Il me regarda. « Parlons de la fondation Tanaka. Nos analystes estiment sa valeur de liquidation à environ 200 millions d'euros, une somme respectable. Mais c'est un actif mort. Notre plan est de désinvestir et de réinvestir le capital dans la R&D. » Avant que je puisse répondre, il ajouta « Expliquez-lui cela », avec un signe de tête vers Clara, comme si je ne pouvais pas comprendre le concept. C'était une pique délibérée et mesquine destinée à me remettre à ma place. Clara s'avança légèrement. « Monsieur Laurent, dit-elle, sa voix calme et mesurée. Mademoiselle Dubuis comprend parfaitement le français. Peut-être que le problème n'est pas celui de la langue, mais du contexte. » Sophie Martin ricana. « Contexte? C'est un simple calcul de bilan. L'actif est sous-performant. Avec tout le respect que je vous dois, madame, continua Clara, son regard inébranlable. Vous faites référence à une collection qui comprend 3 rouleaux de la période Kamakura, considérés comme les seules œuvres survivantes du moine Kenshin. Vous faites référence à une collection de céramique de la période Edo qui a redéfini l'art du kintsugi. Vous l'appelez un actif mort. Le ministère de la Culture japonais l'appelle un trésor national. » Silence, les yeux de Pierre Laurent se plissèrent. Julien semblait confus. Ce fut Sophie qui se remit de la première. « Une récitation impressionnante, dit-elle, son ton dégoulinant de scepticisme. Avez-vous appris cela dans une brochure touristique? Je l'ai appris en écrivant ma thèse de doctorat sur la sécularisation de l'art bouddhique pendant le shogunat Ashikaga, répondit Clara, sans une trace d'arrogance. Ma thèse portait sur l'école même d'artistes que Kaio Tanaka, le grand-père de Mademoiselle Dubois, a passé sa vie à défendre et à collectionner. L'air s'était vidé de la pièce. Une serveuse, une thèse de doctorat. Les morceaux ne rentraient pas dans leur monde ordonné et hiérarchique. Pour Sophie Martin, tout cela était impensable. Elle, l'avocate du groupe Laurent & Associés, habituée aux tactiques froides et aux vérités écrites, noir sur blanc. Quand Clara avait commencé à parler de sa thèse, de sa carrière brisée par un certain professeur Benoît Leclerc, Sophie avait senti un froid glacial remonter le long de sa colonne vertébrale. Leclerc. Le nom la frappa comme un coup. Non, ce n'était pas possible. Benoît Leclerc était leur consultant, celui qui avait évalué la Fondation Tanaka. Il l'avait classée comme actif non essentiel, sans valeur culturelle significative. Elle s'était appuyée sur 6 rapports. L'homme était une sommité, intouchable.
Pourtant, la serveuse, avec sa voix douce mais inflexible, démantelait leur dossier pièce par pièce, exposant non pas un simple désaccord, mais une vengeance personnelle. Le géant était un fraudeur, et elle, Sophie, avait été dupée. Sa certitude professionnelle, si longtemps son armure était percée. C'est absurde, marmonna Julien, incrédule. Vous êtes quoi, docteur en histoire de l'art et vous servez des poissons? La vie est pleine de tournants inattendus, Monsieur Laurent, dit Clara, son expression illisible. Parfois, la nuit, avant cette soirée, je pensais à mon père. Pas à son pragmatisme, non, mais à ses silences, à la façon dont son regard s'éteignait en parlant de la fusion. Il était malade tellement. Mais il portait le poids de notre héritage, de ce que mon grand-père avait bâti. J'avais l'impression de trahir sa confiance en étant si passive. Il m'avait dit de protéger le cœur, et je ne savais même pas ce que ça voulait dire. C'est facile de parler de chiffres, de bilan. Mais l'âme d'une entreprise, c'est autre chose. Ça, on ne le trouve pas dans une colonne de tableur Excel. C'est ce que je devais trouver, ce que je devais défendre. J'ai saisi l'ouverture que Clara avait créée. La fondation n'est pas un actif, dis-je, ma voix résonnant d'une autorité nouvelle. C'est l'âme de mon entreprise. C'est l'incarnation de la philosophie de mon grand-père. La technologie est un outil, mais l'art est ce qui lui donne un sens. La liquider, ce serait dire au monde que nous valorisons le profit plus que notre propre identité. Elle n'est pas à vendre. Elle n'est pas négociable. Pierre Laurent me fixa. Puis Clara. Puis moi. C'était un homme qui se targuait de lire les gens, de trouver leurs points faibles. Il avait supposé que le mien était ma jeunesse et mon inexpérience. Il avait supposé que Clara n'existait pas. Il s'était trompé sur les deux pointes. C'est un non-sens sentimental, marmonna Julien, cherchant le soutien de son père. Ce sont les affaires. Peut-être, dit Pierre lentement, son regard pensif, ou peut-être que nous avons lu le mauvais prospectus. Il tourna toute son attention vers moi. Votre père, Robert, il a accepté les termes. Il a compris le besoin de cette fusion. C'était la douloureuse vérité. Mon père, pragmatique jusqu'au bout, avait été épuisé par le conseil d'administration et sa maladie. Il avait vu l'accord comme le seul moyen d'assurer l'avenir de l'entreprise. Mon père est souffrant, dis-je, ma voix adoucie par la douleur. Il a subi des pressions, mais il m'a fait promettre d'être ici ce soir. Il m'a dit de protéger le cœur. Je n'ai pas entièrement compris ce qu'il voulait dire avant de vous entendre parler de la vendre par morceaux. Je me tournai légèrement sur ma chaise, levant les yeux vers Clara. Je repassai en japonais, ma voix portant maintenant une note d'enquête sincère. Dites-moi, que savez-vous de la broche Grue et Lune? Je désignai une petite broche exquise sur le revers de mon blazer. C'était un motif délicat et abstrait d'une grue en vol sur un cercle de nacre. Pour les Laurent, c'était un joli bijou. Le comportement professionnel de Clara se fondit une fraction de seconde, remplacé par un regard de pure révérence académique. Elle fit un pas en avant, les yeux écarquillés. Est-ce un original de Kaio Tanaka? Souffla-t-elle en japonais. C'est la première pièce qu'il ait jamais faite, répondis-je. Il l'a faite pour ma grand-mère. Il disait qu'elle représentait un choix. La grue peut voler vers la lune, un lieu d'ambition froide et solitaire, ou elle peut rester dans les roseaux, un lieu de chaleur et de communauté. Il disait, une vie réussie consiste à apprendre à voler entre les deux. Clara fixa la broche, son expression absorbée. La grue et la lune, c'était son principe directeur. C'est une pièce fondamentale de l'orfèvrerie japonaise moderne. Je ne l'ai vue qu'en photographie. J'ai écrit un chapitre à ce sujet. La conversation fluide et significative était un mur que l'équipe Laurent & Associés ne pouvait pénétrer. Ils étaient des étrangers maintenant, écoutant une langue qu'ils ne connaissaient pas, discutant d'une philosophie qu'ils ne pouvaient saisir. L'isolement que j'avais ressenti toute la soirée s'était transféré entièrement à eux. Le visage de Julien était un masque de frustration. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qui est si important à propos d'une broche? Exigea-t-il. Clara se retourna vers eux, son calme retrouvé.
Elle n'était plus seulement une traductrice de mots, elle était une conservatrice de sens. Mademoiselle Dubuis expliquait la philosophie derrière ce bijou, dit-elle en français. C'est l'étau fondateur de la corporation Tanaka, un équilibre entre l'ambition et la communauté, entre le profit et le sens, un concept que vous pourriez traduire par âme d'entreprise. Elle regarda directement Pierre et Laurent. Elle vous dit qu'en liquidant la fondation, vous ne vendez pas seulement des actifs. Vous choisissez la lune et vous lui demandez d'abandonner les roseaux pour toujours. C'est quelque chose qu'elle ne fera pas. Pierre Laurent resta silencieux longtemps. Le brouhaha du restaurant, le murmure des autres conversations, tout s'estompa. Il regardait son fils, puis Sophie, et enfin moi. Pour la première fois, il ne regardait pas l'héritière de Tanaka Corp. Il regardait la petite fille de Kaio Tanaka, et il commençait à comprendre que la femme calme et polie qu'il avait renvoyée 1 heure plus tôt était à sa manière faite du même granit que lui. L'accord qu'il pensait conclu s'effondrait soudainement, inexplicablement, et tout cela parce qu'il avait ignoré la serveuse. L'atmosphère à la table 7 s'était transformée d'une exécution corporative en une confrontation intellectuelle tendue. Les plats principaux arrivèrent, mais personne n'y prêta attention. La solde d'ouvre reposait intacte devant moi. Les steaks saignants devant les Laurent refroidissaient. Pierre Laurent, un homme peu habitué à être déjoué, surtout par ceux qu'il considérait comme ses subalternes, prit une autre approche. Il décida de disséquer l'anomalie, son regard fixé sur Clara, aigu et pénétrant. « Alors, docteur, commença-t-il, l'honorifique dégoulinant d'un mélange de sarcasme et de curiosité sincère, vous avez un doctorat en histoire de l'art japonais et vous travaillez assis au velours noir. Pardonnez ma franchise, mais les deux parcours de carrière ne semblent pas se croiser. » Clara rencontra son regard sans ciller. « Comme je l'ai dit, Monsieur Laurent, la vie a ses tournants. Le monde académique n'est pas toujours une méritocratie. » Elle fit une pause, une lueur de vieille douleur dans ses yeux. « J'étais professeur à la Sorbonne. J'avais une bourse pour organiser une grande exposition d'art industriel japonais d'après-guerre. Ma recherche était non conventionnelle. Elle remettait en question le récit établi par le chef de mon département, un homme nommé professeur Benoît Leclerc. À la mention du nom, Sophie Martin, qui observait discrètement, leva les yeux de ses notes, les yeux plissés. Benoît Leclerc, le chef du département des arts d'Asie de l'Est. Il est au conseil du musée du Quai Branly, un géant dans son domaine. Il l'est, convint Clara, une pointe d'amertume dans sa voix. Et il n'a pas apprécié qu'une jeune universitaire, une femme de surcroît, prouve que son œuvre maîtresse sur la période était basée sur une erreur de traduction fondamentale des propres journaux de Kaio Tanaka. Il m'a accusé de fraude académique, de falsification de mes sources. Il y a eu une audience. C'était ma parole contre la sienne, sa réputation contre mon néant. J'ai été officiellement exonéré, mais le mal était fait. Mon financement a été retiré. L'exposition a été annulée. Mon nom a été mis sur liste noire. Aucune université ne voulait de moi. Elle raconta cette histoire non pas avec apitoiement, mais avec une clarté factuelle saisissante qui la rendait d'autant plus dévastatrice. C'était l'histoire d'une brillante carrière, d'une passion, de toute une vie détruite par l'ego d'un homme puissant. Alors j'ai pris un emploi où je pouvais être invisible, termina-t-elle avec un regard sec autour de l'opulente salle à manger. Et j'ai attendu. Je fixais Clara, le cœur serré par un sentiment d'injustice partagée. Moi aussi j'avais été ignoré et sous-estimé par des hommes puissants qui me voyaient comme une menace ou un inconvénient. Professeur Leclerc, dis-je doucement, il a approché mon père l'année dernière, offrant d'authentifier et d'évaluer notre collection pour des honoraires minimes. Le stylo de Sophie Martin cliqueta sur son assiette. Elle regarda Pierre, son calme professionnel s'effritant enfin. Pierre, Benoît Leclerc est notre consultant. C'est lui qui a préparé le rapport d'évaluation sur la Fondation Tanaka. C'est lui qui a qualifié les actifs d'éphémères culturels non essentiels et a recommandé leur liquidation immédiate.
Les pièces du puzzle s'emboîtèrent avec une clarté écœurante. Ce n'était pas seulement une décision commerciale, c'était une vengeance personnelle. Leclerc, incapable de détruire les recherches de Clara, avait décidé de détruire le sujet de celle-ci. Il utilisait Laurent et Associés comme une arme pour effacer l'héritage de Kaio Tanaka et, par extension, le travail universitaire qui avait menacé le sien. L'évaluation de 200 millions d'euros n'était pas une estimation objective. C'était une fabrication née de la rancœur. Julien semblait complètement perdu. Alors quoi? Notre stratégie financière pour cette fusion est basée sur la rancune personnelle d'un vieux professeur poussiéreux? Il semblerait bien, dit Pierre, sa voix dangereusement calme. Il regarda Sophie. C'est vrai, je ne connaissais pas l'historique, balbutia Sophie pour la première fois décontenancée. Il était fortement recommandé. Son évaluation a été cosignée par 2 autres experts. Des experts qui étaient probablement ses anciens étudiants et loyaux partisans, interjeta Clara doucement. L'influence de Leclerc est profonde. Pierre Laurent se pencha en arrière, la couleur s'étant retirée de son visage. Il s'était fait duper. Son entreprise, sa réputation, son accord méticuleusement élaboré, tout avait été compromis parce qu'il s'était fié à un expert corrompu. Ils étaient tombés dans un piège, non pas de ma fabrication, mais de leur propre négligence arrogante. Ils avaient vu la fondation Tanaka comme une colonne de chiffres sur une page, sans jamais se soucier de questionner les motifs de l'homme qui les avait écrits. Ils avaient échoué dans leur diligence raisonnable par paresse culturelle et intellectuelle. Je sentis une montée d'adrénaline. Les rôles avaient non seulement tourné, ils avaient été complètement inversés. Je n'étais plus la défenderesse dans cette négociation. J'étais le juge. Monsieur Laurent, dis-je, ma voix possédant maintenant le ton frais et autoritaire que j'avais si souvent entendu dans celle de mon père. Il semble que vos informations soient erronées. La fondation n'est pas une dette à jeter. C'est le cœur de notre identité de marque. Sa valeur ne réside pas dans son prix de liquidation. Elle réside dans son capital culturel. Un concept que votre consultant a commodément omis de mentionner. Je regardais alors Clara, une question silencieuse dans mes yeux. Clara comprit immédiatement. Elle s'avança, plus serveuse ni même traductrice, mais experte reprenant son autorité volée. La fondation Tanaka parraine le prix des jeunes artistes le plus prestigieux du Japon, commença Clara, sa voix remplie de la passion qu'elle avait réprimée pendant des années. Elle finance des programmes universitaires en design et esthétique. Elle maintient à elle seule 3 ateliers d'artisanat traditionnels en activité. La bonne volonté et la fidélité à la marque que cela génère valent exponentiellement plus qu'un apport de trésorerie ponctuel issu d'une liquidation. La détruire serait un suicide d'entreprise. Votre R&D développerait de nouveaux produits, mais vos clients, ceux fidèles au nom Tanaka, vous abandonneraient en masse. Vous n'achèteriez pas seulement une entreprise. Vous achèteriez une coquille vide avec une réputation ternie. Chaque mot était un coup parfaitement ciblé, démantelant toute la prémisse de la stratégie Laurent et Associés. Pierre Laurent, un homme qui se targuait de voir tous les angles, resta dans un silence stupéfait, réalisant qu'on ne lui avait montré qu'un coin, délibérément déformé, de l'image. Il s'était tellement concentré sur la mécanique financière qu'il avait complètement manqué l'élément humain, l'âme même de l'entreprise qu'il tentait d'acquérir. Le silence qui suivit fut lourd du poids de cette révélation. L'accord n'était pas seulement en péril. Le fondement même sur lequel il était construit s'était révélé être un mensonge. Et la femme qui détenait tout le pouvoir maintenant n'était pas l'avocate habile ou le PDG au visage de granit. C'était l'héritière qu'il avait ignorée, aidée par la serveuse qu'il n'avait même jamais vue. L'illusion de contrôle s'était brisée. Pierre Laurent, pour la première fois peut-être depuis des décennies, était désemparé. Il avait bâti un empire sur une planification méticuleuse et une exécution impitoyable. Et en l'espace de 30 minutes,
Une serveuse avait exposé son plan à milliards comme un château de cartes construit sur la petite vengeance d'un universitaire déchu. Il regarda son fils Julien, qui fixait son steak froid comme s'il cherchait des réponses dans la graisse figée. Il y vit de la confusion et la prise de conscience humiliante de son propre jugement superficiel. Il regarda Sophie Martin, son avocate brillante et inébranlable, qui remaniait maintenant ses papiers avec une incertitude inhabituelle. Son armure juridique avait été transpercée par une vérité qu'aucun contrat ne pouvait contrecarrer. Finalement, son regard se posa sur moi. La fille timide et silencieuse d'il y a 1 heure avait disparu. À sa place, il y avait une femme qui avait tout l'air de l'héritière de l'héritage Tanaka, posée, intelligente et en parfait contrôle. Le pouvoir n'avait pas seulement basculé de mon côté de la table. Je possédais toute la pièce. C'est moi qui rompis le silence. Je crois, dis-je, ma voix calme mais résonnante, que nous avons opéré sous une fausse prémisse. Ce dîner est terminé. Je posai ma serviette soigneusement sur la table à côté de mon assiette intacte. C'était un geste de finalité. Mais je continuais alors que Sophie et Julien commençaient à montrer des signes de protestation paniqués. Mon vol pour Kyoto n'est que demain après-midi. Cela présente une opportunité. Pierre-Laurent se pencha en avant, ses yeux rivés sur les miens. Une opportunité, pourquoi? Une opportunité pour un nouvel accord, déclarai-je. Un vrai. Pas une acquisition, pas une prise de contrôle. Un partenariat fondé sur le respect mutuel et une véritable compréhension de ce qu'est Tanaka Corp. Je tournai alors la tête pour regarder Clara, qui se tenait là, présence silencieuse mais puissante. Et ma première condition pour toute nouvelle négociation est la suivante. Je marquai une pause, réalisant que je ne connaissais même pas son nom. Dubois, dit Clara tranquillement. Clara Dubois. Mademoiselle Dubois fera partie de mon équipe, terminai-je, en tant que ma conseillère culturelle en chef. Ses qualifications universitaires, qui lui ont été si injustement retirées, seront publiquement rétablies et financées par une nouvelle initiative conjointe entre nos entreprises pour promouvoir l'échange culturel éthique. Le rapport frauduleux du professeur Leclerc sera révélé et Mademoiselle Dubois se verra accorder les ressources nécessaires pour enfin organiser l'exposition qu'elle avait prévue. C'était une série de demandes audacieuses, époustouflantes. Il ne s'agissait plus seulement d'affaires. Il s'agissait de restauration. Il s'agissait de justice. Je ne sauvais pas seulement l'héritage de mon grand-père. Je ressuscitais celui de Clara. Le calme de Clara, qui avait tenu bon malgré les insultes et les révélations, vacilla enfin. Ses yeux s'écarquillèrent et elle me regarda avec une incrédulité stupéfaite. Un emploi, sa réputation retrouvée, l'œuvre de sa vie remise entre ses mains. C'était plus qu'elle n'avait osé en rêver en 5 longues années, à servir des repas à des gens qui ne la voyaient jamais. Julien ricana, le son discordant dans le calme tendu. C'est fou! Nous ne pouvons pas user une fusion de plusieurs milliards sur l'embauche de la serveuse. Alors il n'y a pas de fusion, répondis-je instantanément, mon ton comme de la glace. Il n'y a pas d'accord. Vous pouvez partir et expliquer à vos actionnaires que vous avez perdu le plus grand partenariat international de l'histoire de votre entreprise parce que vous avez suivi les conseils d'un consultant frauduleux et que vous étiez trop fier pour admettre votre erreur. Ou vous pouvez rester et nous pouvons construire quelque chose de réellement durable. Le choix était clair, humiliation et échec ou une nouvelle voie dictée par les personnes mêmes qu'ils avaient ignorées. Franchement, mettez-vous à la place de Pierre-Laurent et son équipe. Imaginez, leur deal à milliards basé sur une évaluation frauduleuse, révélée par une serveuse brillante. Vous auriez fait quoi, vous, à ce moment-là? Pierre-Laurent resta silencieux pendant 1 minute entière. Il regarda la broche grue et lune sur mon revers. Il pensa à l'histoire que Clara avait racontée. Ambition ou communauté. La lune ou les roseaux. Pendant toute sa vie, il avait poursuivi la lune. Il avait bâti un empire froid, vaste et solitaire.
Il regarda son fils qui incarnait cette ambition implacable et creuse. Et puis il me regarda, moi et Clara. Il y vit un partenariat forgé non pas dans un conseil d'administration, mais dans un moment d'humanité partagée. Il y vit d'une force que son entreprise, malgré toute sa richesse et son pouvoir, manquait cruellement. Il y vit les roseaux. Lentement, délibérément, Pierre-Laurent tendit la main à travers la table vers moi. « Demain matin, dit-il, sa voix rauque d'une émotion qu'il montrait rarement. Mon bureau, 10 heures. Nous recommencerons, depuis le début. » Il tourna alors la tête, son regard rencontrant celui de Clara. Il lui fit un signe de tête, non plus d'un patron à une employée, mais d'un professionnel à une autre. Un signe de tête de profond respect, durement acquis. « Mademoiselle Dubois, je m'attends à vous y voir. » Je pris sa main, ma poigne ferme et stable. « Nous serons là. » La poignée de main scellait non pas la fin d'un accord, mais le début d'un tout nouveau. 6 mois plus tard, le cadre est un autre restaurant de luxe, cette fois à Kyoto, offrant une vue sur les jardins du palais impérial depuis le 46e étage d'un gratte-ciel étincelant. La table est grande, ronde et dressée pour un dîner de célébration. L'atmosphère, cependant, est à l'opposé de cette nuit au velours noir. Elle est chaleureuse, vibrante et remplie de conversations respectueuses. Marie Dubuis est assise au bout de la table. Elle a changé. Le calme fragile et réservé a été remplacé par une aura détendue et confiante. Elle rit facilement, engageant la conversation avec les membres du conseil d'administration de Tanaka Corp. Et de Laurent, un associé, qui la flanque. En face d'elle est assis Pierre-Laurent. Lui aussi semble changer. L'armure cynique est toujours là, mais elle est moins prononcée. Il écoute plus qu'il ne parle, et quand il parle, c'est avec une considération nouvelle. Il a même, à la stupéfaction de sa propre équipe, commencé à prendre des cours de japonais. Mais la transformation la plus remarquable est celle de Clara Dubois. Elle est assise à la droite de Marie, invitée d'honneur et partenaire essentiel. Elle est en pleine discussion animée avec l'ingénieur en chef de Tanaka Corp. Sur la façon dont les principes de la peinture à l'encre du 14e siècle pourraient être appliqués aux interfaces de réalité virtuelle. Elle est animée, brillante et complètement dans son élément. Son exposition, L'âme de la machine, Kaio Tanaka et l'art de la modernité, doit ouvrir à New York dans 2 mois et elle est déjà saluée par la critique comme un événement majeur. Benoît Leclerc a pris sa retraite discrètement, sa réputation dans lambeaux. Au milieu du repas, un jeune serveur nerveux s'approche pour verser le vin. Alors qu'il se penche, sa main tremble légèrement et il éclabousse quelques gouttes de vin rouge sur la nappe blanche près de l'assiette de Clara. Il se fige, son visage se vide de couleur et il commence à balbutier des excuses frénétiques en japonais. La table se tait. Pendant une fraction de seconde, Clara est de retour au velours noir. Le souvenir du verre brisé et de l'humiliation suffocante encore vif. Mais cette fois, tout est différent. Avant que le gérant du restaurant ne puisse se précipiter, Clara sourit simplement chaleureusement au jeune homme. Elle pose doucement sa main sur la tâche pour la couvrir. Puis, parlant calmement et avec assurance en japonais, elle dit « Ce n'est pas un problème du tout. Ces choses arrivent. Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. » Je croise son regard de l'autre côté de la table et souris. Pierre-Laurent, qui comprend suffisamment pour saisir la gentillesse dans son ton, hoche la tête en signe d'approbation. Le moment passe, la conversation reprend, et le jeune serveur, l'air immensément reconnaissant, se retire, sa dignité intacte. Plus tard dans la soirée, alors que le dîner touche à sa fin, Clara et moi sortons sur un balcon privé pour admirer la galaxie de lumière qu'est Kyoto. L'air est frais et vivifiant. « C'est drôle, » dit Clara, en contemplant le paysage urbain. « Pendant si longtemps, un dîner comme celui-ci était ma prison, un lieu de stress et d'invisibilité. Maintenant, tu as ta place à table. » Je termine pour elle. « Celle que tu as toujours méritée. » Nous l'avons toutes les deux, me corrige Clara gentiment. Tu as trouvé ta voie cette nuit-là, Marie.
Je t'ai juste donné la bonne langue pour la prononcer. Je regarde la broche grue et lune que je porte maintenant tous les jours. Mon grand-père disait, il faut voler entre la lune et les roseaux. J'étais bloqué, j'avais peur de voler du tout. Tu m'as rappelé que je n'avais pas à voler seul. Elle reste d'un moment dans un silence confortable. Deux femmes issues de mondes incroyablement différents, liées par une alliance forgée dans un moment de grâce inattendu. Elles ne sont plus seulement une héritière et une serveuse. Elles sont partenaires, amies, et les architectes d'un avenir construit non pas sur de froids calculs, mais sur l'idée radicalement révolutionnaire de voir vraiment la personne juste devant soi. Et aujourd'hui, je ne sais toujours pas si tout cela était la bonne décision. Le chemin est là, je le construis chaque jour. Clara et moi sommes partenaires, vraiment. Mais les doutes, les cicatrices des anciennes batailles, elles sont toujours là, tapis. La vie n'est pas un conte de fées où tout finit par un et ils vécurent heureux. C'est un voyage, avec ses joies et ses luttes constantes. N'est-ce pas le cas pour tout le monde, finalement? Un mélange complexe de certitudes éphémères et de doutes tenaces. C'est peut-être ça, l'équilibre.